Certains récits et certains témoignages bouleversent notre paradigme scientifique et les expériences de mort imminente sont sans doute les expériences les plus fascinantes qui soient. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que celles et ceux qui reviennent d'une EMI nous parlent d'un moment où la conscience quitte le corps physique pour s'aventurer hors du corps, très souvent dans un tunnel de lumière, du moins, souvent très agréable, au contact d'un amour inconditionnel. Et ces milliers de témoins à travers le monde reviennent de cette expérience avec la sensation, pour la grande majorité, que la mort n'est qu'une illusion et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Alors, qu'en est-il vraiment, au-delà des témoignages et au-delà des sciences humaines? Que peuvent nous dire les scientifiques eux-mêmes? Il en existe assez peu qui se sont penchés réellement sur le sujet, mais aujourd'hui, je vais avoir l'honneur de recevoir l'un d'entre eux, jugé parfois un petit peu excentrique par la communauté scientifique elle-même, jugé parfois un peu trop rationnel par la communauté spirituelle. On peut lui attribuer une chose: c'est un homme en quête de vérité, et on aime ça avec Inexploré. Donc c'est un plaisir pour moi d'accueillir dans un instant Steven Lorez afin de discuter sans aucun tabou de la conscience et des expériences de mort. L'essentiel est invisible pour les yeux et on explore cet essentiel avec Inexploré. Aujourd'hui, on va se demander quel est le véritable rôle du cerveau face à la question de la conscience et comment les expériences de mort imminente peuvent aider la science peut-être à transformer son paradigme. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On est ensemble pour une petite heure. Je suis Sébastien Lély, cofondateur et directeur de l'aventure Inexploré. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir le professeur Steven Lorez. Bonjour Steven. Bonjour Sébastien. Alors, très bien, et vous? Ça va. C'est des questions importantes, hein. On va parler de la mort, je comprends, mais c'est important de bien profiter de ce cadeau qui est la vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est des questions qui peuvent bouleverser un être humain et on va le voir dans un instant. Alors, pour vous présenter succinctement, vous êtes, à la fois directeur de recherche au FNRS, fondateur du Coma Science Group à l'université de Liège. Vous avez publié, plus de 500 articles et dernièrement, vous publiez un livre intitulé «L'expérience de mort imminente» aux éditions Odile Jacob. Je sais que vous avez au moins 3 casquettes, celle du scientifique, celle du médecin, celle de l'être humain aussi. Et j'ai une première question déjà pour vous. Pourquoi? Pourquoi cette passion depuis des années et des années, pour la question de la conscience et des expériences de mort imminente? Alors, pourquoi s'intéresser à ce grand mystère qui est notre univers intérieur? Ben, je pense que médecin, neurologue qui travaille aux soins intensifs, en rééducation, confronté à des personnes qui ont des traumatismes crâniens très, très sévères, des hémorragies cérébrales survivant d'arrêt cardiaque. Et quand je suis au bord du lit avec une personne dite inconsciente dans le coma, mais très tôt dans ma carrière, j'avais une frustration. Qu'est-ce que je peux vraiment dire? Parce que j'étais bien conscient de mes biais, la limitation de faire des inférences sur une réaction motrice. Donc, par définition, on ne peut pas communiquer avec ces personnes et je regarde leurs mouvements. Et donc, c'était très vite très clair qu'il y avait une valeur ajoutée pour la neuroimagerie. Pour Là, vous aller parlez des personnes qui sont du coup dans le coma, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai créé le Coma Science Group, en effet, à l'université de Liège pour justement utiliser cette technologie. Hein. À l'époque, c'était très nouveau. Le PET scan, on injecte du sucre marqué, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, c'est l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalographie avec 256 électrodes pour justement aller plus loin et voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et pas uniquement d'ailleurs dans le coma, mais aussi en anesthésie générale, quand on donne des psychédéliques,
Qu'est-ce qui se passe en méditation? C'était l'autre livre, hein, la méditation, c'est bon pour le cerveau. Le sommeil, le rêve, qui est devenu aussi un livre. Et donc ici, ben, ce grand mystère quand même, ce point de non-retour, la mort. Et c'est quelque chose parce que vous avez mentionné l'équipe en Belgique. Maintenant, je vous parle du Canada. Donc là, je suis au chalet à côté du Saint-Laurent parce qu'on a une chaire d'excellence pour étudier la neuroplasticité. Donc, c'est comment ce cerveau peut faire face justement à ces grands défis. Ben, le plus grand, évidemment, c'est la mort. C'est un dégât euh, tellement important qu'on ne peut pas revenir. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur le phénomène? Et si on replonge un petit peu avant, c'est quoi vos motivations profondes de devenir scientifique, médecin, et de vous intéresser à ces questions-là? Au fond de vous, qu'est-ce qui se cache alors derrière, Oh, alors, toujours un bien, parce que là, il y a beaucoup de journalistes qui me posent ces questions, donc on se reconstruit une image quelque part. Hein, on va connecter les points, comme dit Steve Jobs. Mais ce que je me souviens depuis toujours, c'est que ma maman a partagé son expérience. Je suis né un 24 décembre. C'est pas le moment idéal, il y avait pas grand monde à l'hôpital et c'était une césarienne, donc je savais que c'était difficile, qu'elle a failli laisser sa vie et elle m'a toujours partagé: «Bah, tu es là grâce à la médecine, maintenant tu vas faire quelque chose en retour» et j'ai toujours su que j'allais faire médecine. D'ailleurs, une petite anecdote, Sébastien, si je peux. allez-y, allez-y. J'étais en école primaire je viens d'un petit village en Belgique à côté de Bruxelles. Et un jour, l'instituteur demande: «Ben, écoutez, les garçons», parce qu'il n'y avait qu'une fille, qu'est-ce que vous allez faire après? Donc, il y en a un policier, pompier, moi, médecin, il y a un autre avocat, architecte. Et il a dit: écoutez, les enfants, il n'y a personne ici qui va faire l'université. Donc ça, c'était wow, je me souviens. J'ai dit à ma maman à l'époque, bah voilà, mon rêve. Donc là, je me suis dit, il faut pas casser le rêve d'un enfant. Je crois beaucoup, beaucoup dans la motivation encore maintenant quand je cherche des personnes pour rejoindre l'équipe, des brillants cerveaux, des scientifiques, des cliniciens. Donc ce rêve, il a toujours été là de devenir médecin. Je l'ai rencontré par après, d'ailleurs, l'instituteur avec tous mes diplômes. Et c'était quand même. Oui, mais vous n'avez pas fini votre petite anecdote parce que effectivement, votre mère elle-même a vécu, c'est ça, une expérience de mort imminente. En tout cas, elle vous l'a partagé des années plus tard. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment plus tard, comme très souvent, hein, des personnes qui ont une réserve, euh, peur d'être pris pour fou. J'ai encore beaucoup maintenant de patients quand même qui me disent: ben, docteur, vous êtes le premier à qui que je dis. Donc ça, c'est venu beaucoup plus tard et c'est comme ça que je commence le livre. Donc il y a eu d'abord cette volonté d'être médecin, puis j'ai fait mes études. D'abord, j'étais inscrit à l'Université catholique de Louvain parce que je viens d'une famille catholique. Et puis, je me posais plein de questions et j'étais un peu frustré par les réponses de la religion. Et alors, je suis allé à l'Université libre de Bruxelles, la VUB, parce que c'était en néerlandais, où c'était complètement l'inverse. C'est la science qui va répondre à tout. Euh, et je me posais donc ces grandes questions sur notre univers intérieur. Et j'ai choisi la neurologie parce que c'est la plus grande question, hein. Ce serait arrogant de dire qu'on a tout compris. Et donc, très, très heureux de pouvoir continuer ce rêve, d'être payé comme chercheur. Et donc là, la thématique, elle est claire et c'est important parce que je suis aussi clinicien et donc on peut traduire ces connaissances vers la clinique et vraiment quand même changer des vies, hein, parce qu'on parle de la mort, mais mon métier, c'est de donner une qualité de vie après des situations quand même très, très dramatiques. Mmh. Et pour en revenir à votre mère, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit alors? Elle a employé quel mot quand elle a partagé son expérience auprès de vous? Mais alors, donc, elle a compris qu'on étudiait avec l'équipe ces expériences de mort imminente. Et puis elle m'a dit: bah, tu sais, moi aussi, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai eu ben, cette conviction
de mourir, euh, c'était pas tellement comme ce que vous venez de dire, hein, ce sentiment de bien-être, elle n'a pas eu. Elle avait très peur de ne jamais voir son enfant. Cette lumière, c'est caractéristique, hein, qu'on va quantifier avec des échelles qui ont aussi leurs limites, évidemment, parce que chaque histoire est un peu différente. Mais donc, intéressant pour plusieurs raisons. J'ai compris que ma vie avait commencé avec le phénomène et que ma maman me l'a dit que beaucoup plus tard, aussi parce qu'elle voulait un deuxième enfant. Elle avait peur que mon papa n'allait pas être d'accord avec cette histoire quand même assez intense. Mais c'était donc pas une expérience positive pour elle. Donc ça, c'est peut-être, et on l'a étudié, publié, peut-être un biais parce que on le présente très souvent comme vous venez de le faire, hein, c'est cette sensation, on n'a pas des mots pour dire comment on était dans un autre monde bien, et c'est pas nécessairement toujours le cas. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est à corriger. On sait qu'il existe, environ quoi? 15% des témoignages, qui effectivement relèvent d'une expérience, qu'on qualifie de négative, c'est ça? Alors, dans notre base de données, hein, donc on a beaucoup de témoignages qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, parce que je travaille sur les deux continents. On travaille maintenant aussi en Chine. C'est 80% des témoignages qui sont positifs. On a étudié, publié qu'il y en a beaucoup moins chez des personnes qui font des tentatives de suicide. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, on a aussi étudié qu'il y a certaines parties du cerveau, quand ils sont touchés, comme le tronc cérébral, qui peuvent donner ce qu'on appelle des syndromes d'enfermement. Donc, personnes qui sont conscientes mais paralysées peuvent aussi en faire plus de négatives. Mais ce qui était pour moi très intéressant, c'est que il n'y a pas si longtemps, j'étais en Russie et à Saint-Pétersbourg, il y a un prêtre orthodoxe qui s'appelle Father Sergei et il est devenu un bon ami qui suit ses patients aux soins intensifs depuis très longtemps. Et lui, quand je faisais ma présentation, me disait, ben Steven, chez nous, c'est 50% qui voient le diable, qui va à l'enfer. Et donc, nous sommes en train d'étudier cela pour que ça ne soit pas anecdotique, mais cet impact culturel, hein, me semble être très important. Je pense que l'expérience de mort imminente est une réalité physiologique, mais il est quand même vécu différemment en Russie avec leur passé. On l'a vu aussi, notre collaboration avec l'Inde, où cette notion de lumière, ben, ça peut être plus un fleuve. Dans le monde musulman, c'est plus interprété comme une porte. À nouveau, comme scientifique, je veux vraiment des données vérifiées et des études contrôlées. Donc, ça, c'est du travail en cours, mais il semble quand même qu'il y a un facteur culturel. Donc, on ne peut pas dire, ben, ils sont pour la grande majorité, partout sur le globe, uniquement positifs. Mmh. Justement, en tant que chercheur, comment vous regardez, si je puis dire, les éléments récurrents d'une expérience de mort imminente? Quel point de vue vous portez sur, ce tunnel, cette lumière, ces différents personnages qui vont arriver, ces contacts, cette paix, cet amour ou au contraire, ce côté assez sombre qui peut ressortir? Vous parliez du diable et cetera, alors c'est peu fréquent mais ça arrive. Comment vous regardez ça d'un point de vue effectivement, neuroscientifique? Et alors ça, c'est le défi d'écouter, hein, un souvenir, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, on va le partager après l'événement. C'est important d'être à l'écoute. C'est aussi ce que je fais comme médecin, hein. Quand vous venez me trouver, vous dites: «J'ai mal à la tête», bah, je vais vraiment essayer de comprendre, mais c'est quoi votre douleur? Parce que vous êtes le seul à le ressentir. Donc ça, c'est très, très important. Et évidemment, on peut avoir des biais, hein. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'on a quand même un sort de cadre qui peut, en fait, c'est assez polarisé malheureusement, hein. Toutes les sens, vous voulez dire?
Ben donc, comme vous avez, je connais aussi votre émission et ceux qui nous regardent, vous avez dit, ben, on est convaincu que la conscience est ailleurs, que pour ceux qui sont religieux, ça peut être l'âme qui quitte le corps. Hein, c'est une vision historiquement, on appelait ça dualiste, hein, qu'il y a vraiment deux choses, la matière et puis quelque chose d'autre. On peut parler de conscience cosmique. Enfin, on a cette vision qu'il peut y avoir pensée, perception, émotion qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le cerveau. Et puis, il y a la vision neuroscientifique, je dirais classique, pour dire ben, la conscience est une fonction émergente. Hein, donc, c'est ces millénaires de connexions dans une soupe de neurotransmetteurs. Ben, c'est ce que je vois aussi comme neurologue. Hein, quand on change la structure ou le fonctionnement du cerveau, ça je le vois tous les jours avec les traumas, avec les intoxications. Ben, vous le savez, quand on vous fait une anesthésie, ça impacte évidemment notre conscience. Et dans le livre, j'essaye de trouver le juste milieu, de dire, ben, évitons une réflexion trop dogmatique. Hein. C'est clair que je suis chercheur, c'est clair que je veux aller plus loin que d'écouter, mais aussi expliquer. Est-ce qu'on a une théorie de la conscience? Est-ce que ces expériences de mort imminente peuvent nous apprendre quelque chose sur la vie, sur la mort, sur ce grand mystère qui est la conscience humaine? Et de le faire avec un esprit ouvert, mais évidemment avec une rigueur scientifique. Hein, la barre est très haute. Quand on parle de preuves scientifiques, il faut vraiment y aller avec des données qui sont confirmées par d'autres équipes. Et, Est-ce que c'est réellement possible ça, d'étudier quelque part le côté immatériel de la conscience? Vous, votre, recherche principale se situe dans le cerveau, du coup, donc vous parliez de souvenirs effectivement qui va être reformaté par notre, tunnel de réalité. Mais si on se pose la question de savoir est-ce que la conscience est finalement le fruit du cerveau ou quelque part pourrait se situer ailleurs, dans une dimension plus immatérielle? Heu, J'imagine que ça doit pas être de la tarte pour inventer effectivement un protocole qui puisse nous prouver cela. Comment vous naviguez justement dans cette, zone de recherche? mais Sébastien, c'est pas de la tarte, c'est ça que vous dites? Ben, mon métier comme scientifique, c'est d'attaquer les sujets qui sont pas de la tarte. Hein. Et très souvent, on a pensé un peu, si je comprends bien, c'est trop compliqué. On peut pas. Ben, c'est peut-être aussi un peu dogmatique. Et quand je regarde derrière moi, chaque fois qu'on s'est dit ça, Sébastien, on a été surpris par la créativité des chercheurs. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que c'était impossible de dire de quoi les étoiles sont faites. C'est juste trop loin. Allez. Et maintenant, on le fait tous les jours. Hein. Avec la spectroscopie, on peut analyser vraiment ce qui se passe très très loin et c'est incroyable et fascinant. C'est pas mon domaine d'expertise, mais en astrophysique, on a quand même fait beaucoup d'avancées où au début, on avait difficile à comprendre là où on est, la petite boule bleue, est-ce que le soleil tourne autour de nous ou pas? Il y a quand même eu là aussi ce conflit hein, entre des croyances et des religions et même des collègues qui ont donné la vie hein, pour dire ben non, hein, vous êtes trompé. Puis Darwin qui dit ah il y a l'évolution, ah ben c'est pas comme dans les livres sacrés. Ben moi je suis pas les livres sacrés, le livre de la science il est réécrit tous les jours et c'est ça qui est fascinant. Et donc je refuse de dire ah c'est pas possible. Hein. Et je refuse aussi de dire ah c'est trop risqué, hein, parce que vous avez dit hein, par ses collègues, quand je vais m'auto-censurer comme chercheur, je ne suis pas un bon chercheur. Donc, on l'a fait trop longtemps. Quand j'ai commencé dans les années 90, bah, c'était en effet tabou hein, de trouver des sous, de dire je vais étudier la conscience. À l'époque, on a eu une sorte de réaction encore sur Freud, sur Jung, qui s'intéressait beaucoup. William James, là, je les cite tous dans le livre, sur qu'est-ce qui se passe là dans mon esprit, cette petite voix dans ma tête. Et donc, après, il y a eu les behavioristes, les comportementalistes, Pavlov, Skinner, qui disaient, oh, 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 hein, un peu là, je pense que c'est cette même erreur de dire, on n'est pas capable, on va juste étudier ce qui rentre, ce qui sort,
Et ben, je pense que l'histoire a prouvé qu'ils ont eu tort, que même si on n'a vraiment pas tout compris, on a quand même maintenant des connaissances qui permettent de mieux comprendre le cerveau, les maladies du cerveau, que ce soit en neurologie, en psychiatrie, et d'aider mieux les patients. Ça, je pense que c'est trop important pour l'ignorer. Donc, comment avancer? Ben, avec cet esprit ouvert, avec un appel à témoins, parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants, hein, quand on parle de ce phénomène, il faut être très précis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'était un arrêt cardiaque? Il y a beaucoup d'autres causes. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont été donnés? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment, qui s'est passé il y a longtemps, etc. Parce qu'une des difficultés justement, c'est de s'intéresser à une expérience qu'on peut pas reproduire réellement et il nous faut justement, accueillir les témoignages comme, authentiques. Ça pose quelle difficulté ça pour le chercheur que vous êtes? Ah, c'est clair que le sujet, là, on parle plus large, la conscience, c'est difficile. C'est justement pour ça que je le fais, qu'on étudie le rêve, l'anesthésie, les psychédéliques, l'hypnose, la méditation, les autres livres. Et donc, je refuse, c'est peut-être naïf, c'est peut-être trop optimiste. Mon philosophe vraiment préféré, Sébastien, c'est James Bond, hein. Never say never. Donc, on essaye et on peut avancer, hein. On a quand même publié une série d'articles pour mieux documenter ce souvenir. Là, en psychologie, c'est un domaine d'expertise, hein. C'est quoi ce souvenir, sa richesse? Certains disaient, ben, c'est un faux souvenir. On a montré que c'est pas vrai. Quelle est la personnalité de ces personnes avant, après? Et puis, comme vous dites, qu'est-ce qui se passe au moment même? C'est plus compliqué que le rêve que je peux reproduire dans un labo. Le défi, c'est quand même toujours de faire ce pont entre la phénoménologie, qu'est-ce que cette personne, à ce moment précis, dans ma machine, le scanner, euh, pense comme expérience unique, et comment je peux le corréler avec mes mesures dites objectives, hein, que ce soit l'électroencéphalogramme ou autre. C'est la même chose quand on a eu Mathieu Ricard dans la machine. Il fallait aussi s'intéresser à la méditation, ce qui vit. Pour ça aussi, j'ai essayé de euh, faire cette pratique-là, comme j'ai essayé de vivre, hein, je le partage dans le livre, cette EMI. Donc, on avance. Alors, j'ai aussi des physiciens dans l'équipe, des experts en physique quantique, hein. Il y a beaucoup ce qui se passe pour dire c'est peut-être une discipline qui peut nous aider. Et c'est vrai que, à nouveau, historiquement, c'était un peu le même problème. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du plus petit? Les microscopes ne pouvaient pas Qu'est-ce le qu'on voir. apprend alors, qu'est-ce qu'on apprend réellement alors sur la conscience quand on passe au crible et à la loupe, ces témoignages et ces expériences? Alors, il y a 2 aspects. Un, c'est l'expertise, c'est vraiment des scientifiques qui sont entraînés pour ce qu'on appelle la microphénoménologie, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment vécu? Et c'est difficile parce que déjà, Sébastien, là, vous enregistrez cet entretien, c'est digitalisé, hein. Ça n'a rien à voir avec votre souvenir. Demain, dans une semaine, dans un an, vous allez avoir un souvenir qui sera à peu près correct de ce qui s'est passé ici, Mmh. comme l'ordinateur va vraiment, hein, objectivement l'encoder. Cet encodage n'a rien à voir avec notre cerveau, qui est vivant, qui fait une représentation et fait de son mieux. Il y a des biais, il faut les connaître. C'est ça que j'essaye de partager dans le livre parce que c'est mon expertise comme scientifique du cerveau, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Et puis de faire des mesures comme on l'a fait. On peut regarder aux soins intensifs ceux qui survivent l'expérience et qui disent hey, j'ai un souvenir, j'ai une expérience de mort imminente. On peut voir des petites cicatrices, on peut essayer d'avancer. On a une série d'hypothèses, hein, pour toutes ces différentes caractéristiques qui sont quand même différents aussi des films d'Hollywood, hein. Par exemple, voir le film de sa vie, il est beaucoup moins fréquent en réalité que ce qu'on voit dans les films. Euh,
Et puis aussi, le but ultime, c'est de venir avec une théorie de la conscience qui explique, qui fait des prédictions. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la physique quantique, parce qu'il y a des collègues qui sont aussi devenus amis, qui ont des idées. Hein. C'est peut-être des propriétés quantiques, des structures profondes dans les cellules, ce qu'on appelle les microtubules. Mais on veut tester ces hypothèses, hein, avec des mesures. Ce que vous évoquez, c'est-à-dire que la conscience serait quelque part partout. C'est ça que si je vais jusqu'à l'extrême, c'est ce que pourraient finalement, nous dire ces recherches en physique quantique? Non, non. Si vous prenez Penfield, par exemple, un grand physicien, qui a proposé cette idée que ça pourrait être justement profondément dans les cellules, mais on parle quand même de quelque chose de matériel, ces propriétés-là pourraient expliquer, notre, univers intérieur subjectif. Alors il y en a d'autres qui, en effet, mais on n'a pas vraiment des théories qui sont testables de dire: «Ah, c'est non, local, cosmique». Ben, les scientifiques en moi veulent aller plus loin. C'est une forme d'énergie, mais quelle forme d'énergie? C'est électromagnétique? Est-ce que je peux la modifier? Est-ce que je peux faire une prédiction que je vais cette forme qui est ailleurs où le cerveau serait comme ben, appareil de télé, mais là, on a compris, c'est l'homme qui l'a fait et je peux faire des prédictions, je peux déterminer ce que je vois à la télé et impacter le résultat. Et donc là, je suis parfois un peu déçu que ça va pas plus loin de juste dire: «Ah, heu, donc ça doit être cosmique». Parce que et je vous ai dit, j'ai grandi, comme croyant, hein, j'ai prié et puis, j'étais pas satisfait avec la réponse du prêtre, avec la réponse de mon prof de religion, parce que la prof de physique, elle, était pour moi plus curieuse, pour vraiment aller plus loin, et c'est ça que je veux faire. Donc, avec un esprit ouvert, certes, parce qu'un vrai scientifique, il connaît ses limites, hein, mais il sait aussi où est la barre de dire: «Ah, c'est prouvé que», hein. Et donc, c'était très difficile à trouver cet équilibre, hein, comme vous avez dit au début. Parfois, on a l'impression d'être au milieu du pont et on tire des 2 côtés, mais c'est pas grave. Je pense que comme scientifique, je dois pas choisir des sujets faciles où je me sens en sécurité. Tout le contraire, donc on a besoin d'encore plus de jeunes qui nous regardent et qui vont, être plus rebelles et remettre en question les dogmes d'aujourd'hui. Donc, oui, je trouve qu'il faut aussi tester cette idée que peut-être il y a autre chose, hein, bien évidemment. C'est ce qu'on a fait avec des chercheurs comme Giulio Tononi. J'ai écrit un livre qui s'appelle The Neurology of Consciousness, donc la neurologie de la conscience. Et lui a proposé une théorie qui s'appelle Integrated Information Theory. C'est la théorie que l'information doit être intégrée. Il y a des mathématiques derrière et que c'est peut-être la conscience une propriété fondamentale de la nature. C'est peut-être même une propriété universelle. Alors là, on devient un peu plus panpsychique. C'est difficile. Est-ce que là, je suis devant une table, est-ce qu'elle a une conscience? Ça devient compliqué, ésotérique, mais au moins là, on a quelque chose qu'on peut tester, qu'on l'a fait avec des modifications de l'activité du cerveau, avec des aimants, avec une mesure de l'EEG. On a quand même avancé et j'aime beaucoup ces chercheurs-là, comme Tononi, comme Christophe Koch, qui ont un peu comme moi fait une certaine évolution dans la carrière. Hein. On est tous des neuroscientifiques avec beaucoup, beaucoup d'années d'UNIF et beaucoup de personnes qui réfléchissent avec nous de toutes les disciplines. Mais on sait aussi que le problème, je pense que c'est le plus grand problème qui existe et qu'il va y avoir quelques prix Nobel et qu'il ne faut vraiment pas, dès le départ, exclure a priori l'une ou l'autre piste. Je vous rappelle que la première partie de cet entretien est, disponible sur, YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Vous venez à l'instant d'en profiter, mais si vous êtes une exploratrice ou un explorateur,
passionnés, je vous invite à vous aventurer avec nous à la croisée des mondes et à vous abonner à Inexploré. La suite du podcast se retrouve sur Inexploré Digital. Vous pouvez même profiter de la version vidéo sur Inexploré TV, un abonnement qui vous offre un accès à notre formule à 360 degrés avec des contenus chaque semaine, des podcasts, des documentaires, des reportages, des magazines. Vous profitez aussi de réductions assez incroyables sur nos odyssées en ligne. Allez voir sur Inexploré et on compte sur vous pour nous soutenir, surtout que dans la suite de cet entretien, on va continuer de se poser de nombreuses questions avec Steven sur la conscience, sur la vie après la mort. On va parler aussi des sorties hors du corps. On ne l'a pas évoqué, mais effectivement, pour certains, c'est une preuve ultime presque d'une conscience extraneuronale. On posera la question à Steven Lorez dans un instant. Abonnez-vous, restez avec nous et on continue la discussion.